À la une d'Academ cette semaine, Stéphane Bou, bonjour. Bonjour Elsa. Et Youssef Murciano, bonjour. Bonjour. Cette semaine, Academ fait intervenir le juriste Yann Jurovic, maître de conférence en droit international à l'université Paris-Saclay, qui est l'auteur d'une thèse sur le crime contre l'humanité, ancien juriste auprès des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, et réviseur juridique à la CIJ. Oui, en effet, Elsa... on vient d'en parler, Mohamed l'a évoqué la semaine dernière, deux épisodes concernant l'ensemble de la séquence qui implique directement les instances du droit international depuis la guerre d'Israël à Gaza ont eu lieu. Il y a eu le lundi 20 mai, on apprenait que le procureur de la Cour pénale internationale demandait l'émission de mandat d'arrêt contre les 3 principaux dirigeants du Hamas ainsi que contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Et puis le 24 mai, c'est non pas la CPI, mais la Cour internationale de justice qui, après une demande de mesures conservatoires présenté par l'Afrique du Sud le 10 mai 2024, qui rendait ses conclusions et qui disait que l'État d'Israël devait arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Alors, il faut bien sûr rappeler que ces épisodes s'inscrivent dans une actualité qui avait spectaculairement commencé, si on peut dire, quand l'Afrique du Sud avait, en décembre dernier, engagé une procédure contre Israël devant la Cour internationale de justice, arguant qu'il y avait un risque sérieux de génocide à Gaza et demandant des mesures conservatoires d'urgence. La Cour avait, un mois plus tard, rendu une ordonnance dans laquelle elle ordonna à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout acte pouvant être considéré comme génocidaire selon la Convention sur le génocide de 1948. Je voulais rappeler l'ensemble en fait de cette séquence qui a à voir avec le droit international comme acteur du conflit, parce que au moment où il y avait eu cette demande à l'Afrique du Sud, à Academ, on avait alors ressenti le besoin de faire un long entretien avec un juriste, donc déjà Yann Jurovic, pour qu'il livre son expertise sur les enjeux de la décision de la CIJ. Et alors, en faisant cet entretien, à l'époque, qui est un long entretien, que j'invite les auditeurs à le réécouter ou à l'écouter ou à le découvrir, on avait pu se rendre compte du fossé qu'il pouvait y avoir entre une lecture essentiellement juridique d'une telle procédure et la multiplicité des lectures politiques, des commentaires, pas souvent toujours renseignés. Puis aussi, on s'est rendu compte, moi le premier qui avait fait cet entretien à l'époque, d'un défaut de culture générale. On pourrait dire qu'on a tout ou moins plus, concernant les arcanes du droit international, ses concepts, la logique de ses raisonnements, et même son histoire concrète depuis le tribunal de Nuremberg, en fait, on pourrait dire. Alors, plus que jamais, il me semble, aujourd'hui, on ressent le besoin de mieux comprendre une telle réalité juridique, souvent exploitée, comme le rappelle Yann Jurovic lui-même dans l'entretien qu'on a fait, par les militants pour lesquels dominent les préjugés en fonction de leur cause et qui instrumentalisent dans leur discours politique, la plupart du temps, des décisions sans bien savoir lire les procédures et les décisions en question. Alors, à Academ, on avait, après ce long entretien avec Yann Jurovic en février, on avait ressenti vraiment le besoin de comprendre en profondeur les enjeux de ces procédures et de ces décisions. Et on avait demandé à Yann Jurovic donc, de construire une série de chroniques pédagogiques, notamment sur Israël et la CIJ, sur Israël et la légalité du recours armé, sur les notions de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, sur Israël et la CPI. Alors, quand la décision de la CPI de la semaine dernière a été publiée, nous avons immédiatement ajouté à la capsule qui était déjà prête, en fait, un entretien pour qu'il nous en donne sa lecture. Alors, j'invite vraiment les lecteurs, les auditeurs à l'écouter. On peut évidemment pas tout résumer, mais je pense que les points saillants à analyser sont bien évidemment ceux qui ont fait à raison débat, à savoir la simultanéité de la mise en accusation des dirigeants du Hamas et de Netanyahou et Gallant. Alors, est-ce que cela signifie, par exemple, que cette simultanéité correspond à une mise en équivalence des actes des uns et des actes des uns et des actes des autres? Alors, pour Jurovic, il nous explique que les actes d'accusation ne solidariseront pas les accusés. Il s'agira d'actes distincts et on pourra alors discuter, réfuter l'idée même d'une mise sur le même plan dont je comprends bien, dit-il, qu'elle peut paraître pour certains très problématique. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails de cet entretien fait par Sigalit Lavon, mais je voudrais juste mentionner le fait que Yann Jurovic note que le procureur n'a pas retenu le chef d'accusation de génocide et que, selon lui, la seule explication est qu'il n'y croit absolument pas. Et si je note ça, c'est parce qu'il est intéressant de voir comment non seulement
ce fait n'est pas noté par les militants les plus radicaux de la cause palestinienne, qui exploitent de manière terriblement biaisée la demande du procureur, oubliant sciemment notamment la violence des accusations portées contre le dirigeant du Hamas. Et c'est par exemple le cas de Rima Hassan, à qui Yann Jurovitz donne une petite leçon de lecture juridique, comme on peut l'entendre ici. Rima Hassan a tweeté: les représentants de la seule démocratie au Moyen-Orient bientôt devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La complicité des soutiens inconditionnels d'un régime génocidaire rentre dans l'histoire. On retiendra vos noms, votre lâcheté. Que pensez-vous de cette analyse ? J'en souris. Beaucoup d'approximations dans ce tweet qui visent en réalité à créer deux camps opposés plutôt qu'à faire comme nous, les juristes, et à chercher une solution. Son propos vise à dresser entre deux parties, apparemment, les mauvais, ceux qui sont les parangons de vertu de leur prétendue démocratie, et les autres qui seraient des victimes. Les choses sont beaucoup plus subtiles que cela, et la Cour pénale internationale fait évidemment la part des choses. Il s'agit donc de poursuivre des individus à raison de leurs actes, et non pas de poursuivre une nation entière. Cette responsabilité collective qu'elle essaye de mettre en œuvre suit un schéma politique évident, mais il est monstrueux. Il n'y a pas de responsabilité collective israélienne. Il y a beaucoup d'opposants à M. Netanyahou en Israël, par exemple. Donc je suis un peu choqué par l'utilisation des guillemets pour la qualification de la démocratie israélienne. On retiendra vos noms, votre lâcheté. Cet avertissement est horrible. Madame Rima Hassan n'est pas juge. Les juges nous diront de qui il faut retenir les noms et pourquoi. Mais les juges ne nous diront jamais: retenons les noms d'un ensemble. Je précise en dernier lieu que Madame Rima Hassan persiste à invoquer le chef d'accusation de génocide, qui n'est pas repris par le procureur de la CPI. Oui, c'est très intéressant, Elsa, parce qu'il note bien que Rima Hassan reprend le chef d'accusation de génocide alors qu'il n'est absolument pas utilisé, et ça montre bien la non-attention à la lecture des textes dans leur profondeur. Et moi, ce qui m'a frappé lors de l'autre épisode, c'est à savoir le 24 mai, la décision de la CIJ, ça a été titré dans la presse comme la Cour internationale de justice ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son officier militaire à Rafah. C'est comme ça que ça a été annoncé à peu près dans toute la presse. Ça, ce que je viens de lire, c'était la une d'un article du Monde, à l'AFP, de la même manière. Or, si on lit le texte, et Yann Jurovitz permet de bien s'en rendre compte, c'est ce immédiatement, il est tout simplement conditionné. C'est-à-dire qu'accompagnant son arbitrage, la Cour publie 5 déclarations, des opinions dissidentes des magistrats qui permettent de mieux comprendre les enjeux de la décision. Et en fait, rien n'y est interdit à Israël de continuer ses opérations à Rafah dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de créer les conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Donc il faut vraiment faire très attention avec les textes eux-mêmes, des décisions, des procédures, pour en avoir la lecture la moins biaisée, la moins pétrie des préjugés de quelque camp qu'ils viennent. Youssef, quant à vous, aujourd'hui, vous vouliez revenir sur l'attaque antisémite de la synagogue de Rouen. Oui, vendredi dernier, nous apprenions avec stupeur que la synagogue de Rouen a été incendiée par un cocktail Molotov jeté dans l'enceinte de la synagogue par une petite lucarne. Depuis le 7 octobre, la grande question qui taraude les intellectuels est simple: la vague antisémite qui déferle en France est-elle une rupture ou une continuité ? Doit-on l'inscrire dans l'histoire longue de l'antisémitisme ou marque-t-elle un tournant dans cette histoire ? La synagogue incendiée de Rouen nous a renvoyé à une découverte historique récente, les vestiges de la Maison Sublime. En 2012, suite à des travaux sous le palais de justice de Rouen, on découvre des vestiges datant du Moyen-Âge avec sur les murs des graffitis. Des graffitis en hébreu, avec des noms et une phrase issue du livre des rois: « Que cette maison demeure sublime ». Alors la fonction de ce lieu juif a été largement débattue par les historiens, et on apprend d'un consensus que la Maison Sublime est un lieu d'étude, une yeshiva, et vraisemblablement une yeshiva de Tosafistes, où le petit-fils de Rashi, le Rashbam, aurait enseigné vers 1150, et où il y rencontrera un autre grand commentateur de la Bible et du Talmud qui s'appelle Abraham Ibn Ezra. Alors le nom de ces Tosafistes, ou de Ibn Ezra, résonne à nos oreilles et replace Rouen dans la grande histoire juive, et réciproquement replace l'histoire juive au cœur de l'histoire de France. En 2022, Academ recevait Cécile Patingre, la réalisatrice d'un documentaire sur la Maison Sublime de Rouen, et c'est cet entretien que nous vous proposons de voir ou de revoir cette semaine. Et en se replongeant dans cette archive, l'incendie de la semaine dernière de la synagogue à Rouen renvoie à un autre incendie datant de l'époque des Croisés, comme pour nous dire quelque chose de la haine et du cycle de la haine. Mais on a aussi l'histoire de sa dégradation. C'est vrai.
Donc c'est un lieu c'est là où il est sublime, c'est que c'est un lieu qui raconte en 4 murs le destin tragique de la communauté, de sa splendeur jusqu'à son expulsion. Ce qu'on s'aperçoit, par exemple ici, c'est que la base du mur, la moulure qui protège des eaux de ruissellement, et le premier rang de parement de l'élévation, tout ça est parfaitement conservé. Il n'a pas subi les mêmes flammes qui auraient pu être générées par des braises. Mais on a plutôt affaire à des flammes qui ont léché le parement. Donc on peut imaginer des fagots disposés contre le pignon est, et une tentative probablement d'enfumage du niveau supérieur du bâtiment. Il est peut-être intéressant de raccrocher cet événement, qui pour moi est intentionnel et criminel, donc de le rattacher à la chronique de Guibert de Nogent, qui narre une attaque contre la communauté juive à Rouen lors de la première croisade. Donc en fumant l'étage, on pousse le groupe à descendre au sous-sol. Les gens qui sont réfugiés au sous-sol font leur testament. Les graffitis sur les murs, c'est la seule trace qu'ils vont laisser. Merci beaucoup Stéphane Bou et Youssef Murciano.